mondial en matière de publication dans le cadre de conférences scientifiques sur l'IA. Dans le secteur des industries culturelles, l'IA va, comme dans d'autres secteurs, et on le dit depuis maintenant 2 jours, et on ne cesse de le répéter depuis des années, provoquer bien sûr de nombreux bouleversements. Les métiers vont être réinventés, et on va le voir dans quelques instants avec nos invités. Souvenez-vous, en novembre 2023, c'était très précisément le jeudi 2 novembre 2023, avec le nouveau titre inédit des Beatles, Now and Then, le groupe de légende qui a ressorti un tout nouveau titre inédit avec une voix particulière, celle de John Lennon, qui a été éditée par de l'IA à partir d'une maquette de production inexploitable. La voix de John Lennon a été, à cette occasion, isolée de la musique pour éditer un projet de musique inachevé. Ces derniers mois, les réseaux sociaux ont été également le lieu de diffusion à grande échelle de prompt art, où à partir d'images tirées de la réalité, les utilisateurs génèrent de nouvelles images, de nouvelles séquences surréalistes, des extraterrestres par exemple qui envahissent Paris, ou encore des vikings qui partent à la conquête de New York, pour ne citer que ces exemples. En 2018, le collectif d'artistes Obvious a vendu aux enchères, tenez-vous bien, un portrait réalisé à l'aide d'une IA pour 432 000 €. Comment l'intelligence artificielle apporte une nouvelle impulsion à la créativité? On en parle tout de suite avec vous trois. Nicolas Godmet, Chief AI Officer pour OnePoint, Florent Fa, co-founder et CEO de Pimento, Maëlys Delaloge, CEO d'Artail, et Nicolas Comastri, directeur artistique pour 87 secondes. Bonjour à tous les quatre, merci d'être là à nos côtés. On va peut-être démarrer cette table ronde en présentant respectivement vos sociétés, en présentant respectivement votre lien avec le sujet du jour. Artail, qui est une société créée en 2023. Maëlys, vous êtes basé à Paris et vous avez pour ambition de proposer de nouveaux services à tous les corps de métier justement impliqués dans la chaîne de création de la BD numérique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur cela? Oui, bonjour à tous. Donc exactement, ce qu'on fait chez Artail, c'est une start-up qui a été créée en 2023 et en fait on va aider les illustrateurs et les scénaristes à créer des webtoons, donc c'est des bandes dessinées numériques qui sont verticales, qu'on scrolle sur un smartphone. C'est un format qui s'est créé en Corée du Sud et qui commence à exploser un peu partout en Asie, mais aussi en Europe et aux US. Et donc du coup, on va aider des illustrateurs et des scénaristes. On a 2 IA qu'on a créées en interne pour la création de visuels. On arrive à répliquer la patte graphique d'un illustrateur. Et aussi sur la création de scénarios, on va pouvoir accélérer sur la création d'épisodes, de dialogues, en gardant bien en tête que nous, ce qu'on cherche à faire, c'est toujours garder l'artiste au cœur de la création artistique, et donc de lui donner bien le contrôle sur les histoires, ce qui est hyper important dans ce qu'on fait chez Artail. On y reviendra plus en détail aussi dans la manière, dans le process, dans les compétences aussi qui sont nécessaires. Florent Pimento, start-up d'IA générative, elle aussi créée en 2022, qui permet aux créatifs, aux agences et aux marques de personnaliser des IA sur leur marque, leur univers. Vous avez opéré en décembre 2023 une levée de fonds de 3 millions d'euros pour accélérer votre développement. Tout à fait. Donc, bonjour à tous. Chez Pimento, on s'adresse principalement aux agences, aux marques, aux directeurs artistiques, en leur permettant de personnaliser les algorithmes d'IA sur leurs propres références, sur leur propre marque, sur leur propre univers, pour leur permettre de garder ce qui constitue leur patte en tant que marque, en tant que directeur artistique, en tant que graphiste par exemple. Et on leur met à disposition une interface qui leur permet d'interagir avec ces IA qui sont du texte ou de l'image et d'en garder le contrôle, pour être vraiment maître à bord. Donc on vient au service des artistes pour leur permettre d'avoir encore plus d'idées, on pourrait y revenir, et afin de converger sur certaines pistes de création. On a beaucoup eu de questions ce matin sur les outils justement, et c'est aussi tout plaisir de vous écouter là-dessus avec des outils d'IA génératifs. Nicolas Godmet pour OnePoint, un cabinet de conseil fondé en 2002, présent dans 16 pays. Vous êtes spécialisé dans tous les sujets de la transformation digitale auprès des entreprises. Oui, en effet, donc OnePoint, c'est un cabinet français de conseil et de technologie. Et chez OnePoint, je suis en charge de toutes les questions autour de l'intelligence artificielle, donc à la fois pour notre propre transformation et également pour celle de nos clients. Et je suis par ailleurs spécialisé dans le secteur des médias et des industries créatives, ce qui fait que sur l'intelligence artificielle, on accompagne de nombreux groupes dans les médias, par exemple France Télévisions, Radio France, M6, des groupes d'édition également, et puis on travaille aussi pas mal avec des industries du luxe, surtout sur plein de sujets, dont évidemment les sujets d'intelligence artificielle générative, et d'ailleurs nous sommes partenaires, entre autres avec mon ami Florent de Pimento. Comment il a transformé les médias, les modèles économiques en
tous ces sujets-là. 87 secondes avec vous, Nicolas Comastri, agence créative. Oui, exactement. Donc, une agence de publicité, mais également de production. En gros, 87, c'est The Creative House Content. En gros, on va avoir des clients et on va permettre de développer avec eux un certain nombre d'assets, toujours basés sur l'émotion, parce qu'on est persuadé qu'en fait, au travers de l'émotion, il y a du business qui se crée. Donc voilà, on fait de la création jusqu'à la production, tout est interne à l'agence, et donc bien évidemment, nous sommes mis, comme tout le monde, à l'IA et on découvre avec tout le monde les potentiels de tout ça. Vous avez vu qu'elle a été exploitée des campagnes grâce à de l'IA, 80%, on y reviendra là aussi dans quelques instants. On continue avec vous, Maëlys et Florent, avec vous, Artel et Pimento, qui génèrent, on le disait, à partir d'un besoin formulé par l'utilisateur, tout type de solutions créatives. Alors on va naturellement parler de ces bénéfices. Quels sont finalement les bénéfices de l'IA sur les métiers créatifs? Qu'apporte-t-il en plus? Vous parliez tout à l'heure d'outils. Comment justement l'IA s'installe en fait dans la relation professionnelle avec l'humain? Quel est le bénéfice de l'IA? Maëlys. Alors peut-être pour commencer, je pense que ce que l'IA peut apporter, c'est d'aller beaucoup plus vite, en fait, typiquement dans le webcomics, à générer du contenu. Et du coup, un artiste va pouvoir mettre en musique ses idées créatives sur le papier, ou en l'occurrence sur un écran, beaucoup plus rapidement, les tester auprès d'une audience, revenir dessus. Et donc, en fait, il va pouvoir accélérer les visuels sur des temps qui étaient très chronophages en fait dans le passé, et du coup il va pouvoir tester plein d'idées grâce à cet outil. Alors vous parlez de rapidité en termes de temporalité, est-ce que vous avez peut-être des chiffres sur des tâches bien particulières ou des exemples? Oui, tout à fait. Par exemple, aujourd'hui, pour créer un épisode de comics, ça prend à peu près sur une idée qui a déjà été en tête, donc on retire la partie développement, et c'est juste on génère des épisodes. Ça prend à peu près une dizaine de jours pour faire les dessins, la coloration, faire les itérations avec les différentes équipes. Aujourd'hui, en quelques heures, on va pouvoir sortir un épisode avec des personnages qui sont consistants, des choses qui correspondent. Voilà. Florent, on saisit toute la promesse effectivement de l'IA. Est-ce qu'il faut naturellement aussi des compétences pour utiliser la solution Artel? Pimento, pardon. L'enjeu, c'est qu'il n'y en ait pas trop. Et peut-être pour revenir à ce que Maëlys dit, il y a un certain sujet de productivité, mais je pense qu'il y a un vrai sujet de créativité. On est dans une société où on voit de plus en plus de contenu qui devient de plus en plus simple à être produit. Et les réseaux de distribution, eux, sont déjà sursaturés et ne vont pas se démultiplier. Donc l'enjeu, c'est pas tant de produire plus pour surcharger encore les réseaux de communication, mais produire mieux pour une marque, d'avoir une profondeur créative plus cohérente, plus profonde, d'aller chercher de l'originalité dans les scénarios de pub, dans les jeux vidéo, d'avoir une vraie narration, de travailler vraiment sur la qualité du contenu. Et nous, en tant que spectateurs, on est de plus en plus exigeants finalement. Vous vous souvenez peut-être de Toy Story il y a quelques années, c'est une révolution en termes de contenu. Aujourd'hui, vous regardez Toy Story, vous êtes extrêmement déçus. Donc l'IA, je pense que ce qu'elle va apporter, c'est quand même, à force de voir du contenu produit par l'IA, avec beau contenu, avec du temps passé dessus, on va globalement tous avoir des exigences supplémentaires. Et donc le métier de créatif, dans son interaction avec l'IA, va être aussi, comme le disait Maëlys, d'explorer plus de pistes, de tester plus de pistes, d'approfondir plus de pistes beaucoup plus rapidement, non pas pour tout balancer ensuite sur les canaux marketing, mais pour ensuite retirer ce qui semble être pour lui le plus pertinent et le plus créatif possible. Et ça, c'est complètement démultiplié grâce à l'IA. Alors pour que l'IA soit créative, il faut naturellement que les ingénieurs et développeurs soient aussi créatifs pour créer de nouveaux usages. Comment tous les deux vous entraînez-vous finalement vos algorithmes et finalement, comment entraînez-vous effectivement vos IA? Alors nous, l'intérêt, c'est qu'on personnalise les algorithmes d'IA sur les références des créateurs. C'est-à-dire que là où, si vous avez suivi la conférence d'Étienne Mignon ce matin, on insistait beaucoup sur le fait que si vous prenez une IA générique aujourd'hui qui a été beaucoup entraînée sur du contenu américain et que vous demandez une déesse grecque, ça va vous sortir un personnage de Marvel par exemple, puisque c'est la connaissance et c'est la base de référence que l'IA a. Nous, ce qu'on permet, c'est de rajouter certaines couches en prenant les références du créatif, d'une marque, d'un n'importe quel environnement visuel, finalement pour corriger certains biais. Et les rendre plus personnelles et donc plus créatives dans le sens où elles vont mélanger du contenu déjà existant sur les algorithmes avec des références qu'auront choisi les créatifs. Maëlys. Ouais, alors peut-être aussi sur le algo, c'est vrai qu'il y a
il y a un niveau de créativité sur comment on va agencer ces algos, puisqu'en fait aujourd'hui, il y a un nombre de papiers qui sortent tous les jours avec certaines features. Donc le fait, en fait, nous on teste beaucoup de choses. Je parlais de la consistance des personnages, mais il y a aussi, par exemple, on s'est rendu compte, quelque chose d'intéressant, c'était de développer une première image qui était une qualité peut-être moindre, après de pouvoir l'extend, donc c'est-à-dire zoom out et avoir d'un coup un décor qui était complètement dézoomé avec une IA qui va créer tous les contours, puis après de l'upscaler en qualité. Et donc la façon dont on agence ces différentes briques, on peut y voir une forme de créativité dessus. Sur le paramètre de l'interculturalité, vous en parliez justement il y a quelques instants, Florent, on en a parlé tout du long de cette matinée. Comment est-ce que vous, justement, en termes de solutions d'IA générative, vous participez à finalement enlever ces biais-là qui d'un continent à l'autre, forcément, vont être différents? Alors paradoxalement, déjà les biais sont parfois très intéressants, surtout dans le processus créatif, puisqu'ils apportent il y a une forme de sérendipité et d'aléatoire créée par ces modèles d'intelligence artificielle qui sont parfois très créatifs. Je donne un exemple, on avait un artiste avec lequel on travaillait, qui travaillait sur de l'art graphique. C'est beaucoup de personnages qui marchaient tous sur un sol horizontal, donc assez classique. On a entraîné l'IA et à un moment, quand on a généré, les sols étaient un peu de pied. Donc on s'est dit, bon désolé, on a mal entraîné, il a mal compris que le sol était horizontal. Et finalement, non, c'était quelque chose d'exceptionnel pour l'artiste. Il s'est dit, mais justement, tous les bonhommes marchent sur un sol horizontal. Là, ça me propose quelque chose d'autre. Je vais prendre ça pour en faire une part de ma créativité. Ça donne de la dynamique, ça donne beaucoup d'éléments qui sont très, très importants pour ma créativité. Donc ces biais, parfois, ou ces erreurs peuvent être utilisées ou utilisables dans le processus créatif. Et quant à ce qui est plutôt de la question sur comment est-ce qu'on les corrige et comment est-ce qu'on les maîtrise, là, je pense qu'il y a un vrai sujet global dans la manière dont on se saisit de ces biais, de ces IA, puisqu'elles finalement reproduisent des biais qui sont parfois inconscients. On parle souvent de vous demander à un médecin, c'est toujours un homme, vous demandez une infirmière, c'est un infirmier, pardon, c'est toujours une femme. Moi-même le biais. Et donc ça ne fait que reproduire ces biais culturels. Donc je pense qu'il faut être encore plus vigilant, et notamment en tant que créatif, quand on a un impact quelque part sur les contenus que vous pouvez ensuite la société, dans la gestion de ces biais pour ne pas les renforcer. Nicolas Godet, les industries culturelles créatives qui occupent un poids important dans l'économie, d'après les chiffres de 2023, 110 milliards d'euros, c'est ce que représente le secteur de la culture dans notre économie en France, avec un peu plus d'1,7 million d'emplois. Comment les entreprises du secteur s'emparent-elles des sujets de l'IA en termes de maturité, où on sommes-nous justement dans le secteur? Alors 2023, ça a été beaucoup l'année des questionnements, des craintes aussi. Il y a dans les entreprises, des industries créatives, c'est souvent des entreprises qui gèrent un portefeuille de propriétés intellectuelles qui sont des contenus qu'ils ont créés, qui valorisent surtout les écrans, surtout les supports aussi, le livre par exemple, des journaux tout simplement. Et il y a beaucoup de craintes au niveau de l'utilisation de cette propriété intellectuelle par des fournisseurs de modèles qui vont s'entraîner en allant chercher sur Internet, en aspirant tout Internet, tout ce qui est disponible, et en utilisant ces contenus pour entraîner leur modèle. Ce qui fait que quand on demande à, je sais pas moi, un modèle de création d'image, par exemple un Midjourney ou un Dall-E, de créer une image, parfois on va retrouver la patte d'un artiste qui est peut-être encore qui est vivant et qui est sous droit et dont il n'y a pas eu de paiement de droit d'auteur. Donc ça pose beaucoup de questions. C'est vrai aussi sur les contenus de la presse, tout simplement. Le New York Times récemment a attaqué OpenAI en disant le moteur ChatGPT, quand on lui pose certaines questions, reproduit des pans entiers d'articles du New York Times mot à mot. C'est problématique. Voilà. Donc ça pose un certain nombre de questions. Donc ça, c'était là en 2023, il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Et alors, c'est des questions qui restent parce qu'elles ne sont pas tranchées. Et les médias et les industries créatives avancent sur ce sujet. On pourra développer si vous le souhaitez. Mais en parallèle, les entreprises ne peuvent pas juste rester et se dire c'est dangereux, il faut que je me protège. Parce qu'elles sentent bien qu'il y a plein d'usages qui peuvent les aider. Dans le monde de la presse, par exemple, on sent bien qu'il y a certaines activités du journalisme qui vont être accélérées, voire être
complètement automatisé. Je pense par exemple à une activité qu'on appelle le desk, les bureaux dans les journaux, qui consiste à reprendre des dépêches d'une agence de presse comme l'AFP et de les reprendre soit telles quelles, soit changer un ou deux mots et remettre le titre, etc. C'est le travail du desk. Voilà. Ben ça, c'est quelque chose qui est assez facile à automatiser. En revanche, le travail de documentation, d'aller chercher des sources et ensuite d'aller sur le terrain pour interviewer des experts, ça c'est quelque chose, l'interview des experts sur le terrain, c'est quelque chose qui ne peut pas être remplacé par une IA. D'une certaine manière, c'est toute la noblesse du métier du reporter qui ressurgit. Donc il y a des choses à creuser à ce niveau-là. Et ces journalistes peuvent aussi être augmentés s'ils ont à leur disposition des outils d'intelligence artificielle qui vont leur permettre d'explorer tout le patrimoine de contenu de leur journal, qu'il soit écrit ou audiovisuel. Et avec l'intelligence artificielle générative, maintenant, on est capable d'indexer de façon sémantique ces contenus, y compris les contenus audiovisuels, et de poser des questions en langage naturel à une base de connaissances, et ça va retrouver des contenus correspondants et répondre à partir de vidéos. Et nous, on travaille par exemple beaucoup avec l'Institut national de l'audiovisuel, justement pour encoder de façon sémantique tout le patrimoine audiovisuel de l'INA qui a une centaine d'années, parce que la radio s'est créée il y a 100 ans, il y a l'audiovisuel, donc la télé, qui a été créée à partir des années 50, et donc on travaille avec l'INA pour pouvoir poser des questions à tout leur patrimoine audiovisuel et récupérer des réponses par l'IA générative qui est capable de savoir ce qui se passe à telle vidéo, quand on parle de Venise, elle est capable de dire que c'est l'Italie, à telle époque, etc. Pour les entreprises du secteur qui n'opèrent pas de transformation sur le sujet, quel est l'impact économique, concurrentiel? Est-ce qu'il y aura une démultiplication finalement des canaux, de contenus Alors, toutes les entreprises vont être obligées d'y aller, parce que c'est une vague qui touche tout le monde, et à commencer par le public. On voit l'audience, ne serait-ce qu'ici, dans cette salle, on voit que beaucoup de monde est intéressé et on sent que beaucoup de monde utilise déjà à titre personnel des outils d'intelligence artificielle. ChatGPT, par exemple, au bout de 4 mois, il y avait 100 millions d'utilisateurs. Donc, le public a touché à ces outils, ce qui veut dire que le public des entreprises de médias ou des clients des industries créatives et également les collaborateurs, toutes les équipes ont utilisé déjà des outils d'intelligence artificielle générative. Et donc, ils vont forcément demander à ce que les outils de l'entreprise qu'on leur met à disposition soient un peu du même niveau. C'est un peu ce qu'on avait vu en 2007-2008 quand l'iPhone est arrivé. Quand l'iPhone est arrivé, le grand public a goûté aux applications développées par Apple et proposées sur l'App Store, et puis aux grands fournisseurs d'applications. Et toutes les entreprises du monde ont dû transformer leur site web pour qu'ils deviennent mobiles et qu'ils deviennent des applications qu'on puisse retrouver dans les App Store. Et ils ont dû transformer leur site web pour les clients, mais aussi pour les employés et pour les collaborateurs, pour que les sites web deviennent aussi ce qu'on appelle du responsive, c'est-à-dire qu'ils puissent s'afficher de façon jolie sur des écrans de téléphone. Donc cette révolution de l'iPhone, on est en train de la revivre aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, puisque les gens s'habituent maintenant à avoir des interfaces conversationnelles et multimodales à qui on peut demander en langage naturel, voire en parlant, on peut poser des questions, on a des réponses et on a la création d'images, de vidéos, etc. Ils veulent avoir maintenant la même expérience, et donc quand je suis un employé d'une entreprise de quelque secteur que ce soit, et en particulier d'une entreprise de médias, eh ben, j'aimerais bien pouvoir poser des questions en langage naturel de ma base de données pour récupérer les vidéos correspondantes ou les informations correspondantes. Et pareil, si je suis client, si je suis public d'une entreprise, ben, ça m'intéresse de pouvoir discuter aussi avec le patrimoine de contenu. Nicolas Comatry, on parlait effectivement de ces campagnes que vous générez à partir de l'intelligence artificielle, et c'est aussi tout l'intérêt de cet échange avec vous, c'est avoir ce retour d'expérience d'une agence comme la vôtre qui est forcément mobilisée sur ces sujets liés à ce champ des possibilités avec de nouvelles perspectives pour la création. Quels sont les cas d'usage justement que vous pouvez partager sur ces campagnes? Du coup, Florent l'a déjà un peu introduit tout à l'heure, effectivement, l'intelligence artificielle pour nous en fait c'est un moyen de créativité énorme, dans le sens où aujourd'hui l'intelligence artificielle va nous permettre de produire assez rapidement des visuels de qualité, des visuels plutôt photoréalistes et très qualitatifs. Donc du coup, en fait, tout ce temps qu'avant on passait en sourcing, à aller faire du photomontage, à aller trouver la bonne image. Sourcing, recherche, effectivement. La recherche d'images et d'avoir vraiment trouvé le bon ton pour présenter aux clients.
toute cette partie-là elle est beaucoup plus réduite et finalement en fait on ressent énormément notre temps de travail à ce qui est notre cœur de métier finalement, c'est-à-dire la création, réfléchir à des idées et les pousser au plus loin et finalement le temps de réalisation est plus réduit et en plus il est plus qualitatif. Donc ça c'est un premier point. Et ensuite la possibilité, comme je l'ai dit, de produire très rapidement, ça permet aussi de modulariser et sur des clients type internationaux, de pouvoir produire une campagne en France et de la décliner quasi instantanément en Asie avec un public asiatique et des références asiatiques. C'est la même campagne, elle est juste complètement traduite dans un autre langage, une autre ethnie, une autre culture. Et pareil, on pourrait, l'instantanéité que permet l'intelligence artificielle peut aller jusqu'à la météo ou ce genre de choses, voire même jusqu'à changer en direct live vos vidéos. Partie en bénéfice sur les cas d'usage des exemples, je sais que vous en avez quelques-uns à nous partager. Alors, effectivement, je ne peux pas tous les dire malheureusement, mais aujourd'hui, on travaille pour des grandes marques de parfums. Et en fait, on arrive à développer pour eux finalement des campagnes qui sont, je dirais pas entièrement réalisées en IA, mais avec une énorme partie réservée à celle-ci, parce que du coup, c'est un univers, une gamme entière de parfums à décliner. Si on avait dû le faire de manière naturelle et comme on le faisait avant, il aurait fallu soit créer un énorme setting pour, un énorme studio photo dans lequel on aurait reproduit tout un monde en univers en papier, parce que c'est ce qu'on cherche à faire pour cette campagne, de manière à avoir un univers spécifique à chacun des parfums de la marque. Et en fait, simplement en intelligence artificielle, on a pu recréer tout ça très rapidement sur l'ordinateur avec un rendu ultra photoréaliste. Derrière, on voulait modéliser également des petits personnages qu'on a pu faire également avec l'intelligence artificielle. Et finalement, l'intelligence artificielle est la base de notre travail. Et derrière nous, on vient le retravailler pour lui donner encore plus d'ampleur et encore plus de qualité. Donc effectivement, on va sur ce studio photo, effectivement, on met de côté au profit. Alors, on ne met pas complètement de côté parce qu'il reste quand même présent. Il nous permet juste d'essayer des choses en amont et parce qu'il y a toujours la possibilité, et on devra de toute manière prendre les photos pour les parfums, mais par contre, tout l'univers qui est derrière ne sera pas nécessairement. Donc ça vous permet de proposer davantage aussi d'idées aussi aux clients, c'est ça? Tout à fait. En fait, ça permet l'intelligence artificielle aujourd'hui, pour nous, c'est un énorme outil pour la projection des clients. C'est-à-dire que les clients, comme encore une fois l'a dit tout à l'heure, sont de plus en plus exigeants. On a de plus en plus la possibilité en tant qu'utilisateur de faire des super belles vidéos, des super belles photos avec son smartphone. Si aujourd'hui on arrive devant un client et qu'on lui montre un dessin, le pouvoir de projection est compliqué pour lui. Donc finalement, avec l'IA, on arrive avec un rendu qui est déjà quasi identique avec ce qu'on fera ensuite en production. Donc les clients sont tout de suite emballés. Côté formation, vos équipes sont-elles formées? J'imagine qu'effectivement les process de création et de production sont différents de ceux que vous connaissiez avant. Est-ce qu'en termes de formation aussi? Alors effectivement, ça évolue énormément. Donc nous, on essaie de prendre la vague en même temps qu'elle arrive. Donc notre PDG est vraiment persuadé qu'il faut intégrer le plus rapidement possible l'IA dans notre workflow de travail. Mais après, attention, soyons clairs, je suis son avis là-dessus. Et je crois que c'est Maïlis qui en a parlé également. Pour nous, l'utilisateur reste au cœur de la chose. L'idée, c'est pas de remplacer l'intelligence artificielle, ne remplacera pas les gens. Donc c'est pour ça, c'est comme ça qu'on éduque chez nous. On parle bien des biais de l'intelligence artificielle, on parle aussi de tous les usages, mais l'être humain reste maître de l'outil. Nicolas Bonnet parle de la réglementation avec des modèles économiques en présence, avec une estimation énorme et presque vertigineuse d'après Bloomberg Intelligence. Les dépenses liées à l'intelligence artificielle dans tous les secteurs de l'économie, tenez-vous bien, devraient atteindre près de 1200 milliards d'euros à horizon 2032, soit un taux de croissance annuel de 42%. Alors quels sont déjà, Nicolas Bonnet, première question, les modèles économiques en présence qui se dessinent? Alors l'intelligence artificielle, c'est une chaîne de valeur. Et tout au bout de la chaîne de valeur, il y a le public, ou les utilisateurs, comme nous sommes tous, les utilisateurs finaux. Tout en amont de la chaîne de valeur, il y a les fabricants de puces informatiques, qui sont des capacités de calcul très, très importantes qui permettent d'entraîner les modèles. Et puis, donc ça, c'est des entreprises comme Nvidia, par exemple, Nvidia qui a énormément gagné en valeur parce que
c'est ce qu'on appelle les GPU de NVIDIA, donc les Graphical Processing Units, donc les processeurs graphiques qui sont très bons pour faire des calculs parallèles qui permettent de faire l'intelligence artificielle. Le monde entier se les arrache et c'est en pénurie. Et donc l'entreprise a pris une valeur de plus de 60%, je crois, et a dépassé les 1 000 milliards de dollars de valeur. 1800 milliards de dollars. Je vois que le public est très informé et suit, ça fait plaisir. Donc ça, c'est la fondation de valeur. Ensuite, il y a des grands fournisseurs de modèles qui vont créer des modèles, qui vont donc utiliser ces capacités de calcul et qui sont souvent liés à des infrastructures de cloud. Donc il y a les grands clouders américains type Google qui a son infrastructure de cloud et qui entraîne ses modèles. Il y a Microsoft qui a son infrastructure de cloud et qui entraîne ses modèles. Il y a Amazon, AWS qui a son infrastructure de cloud et qui entraîne aussi ses modèles. Donc Microsoft avec OpenAI, Google a beaucoup fait parler de lui avec Gemini il y a quelques semaines. Eux aussi, ils gagnent énormément de valeur. Ensuite, on a des fournisseurs de modèles qui, eux, sont indépendants. Et nous, on en a en France. Il y a par exemple Mistral AI, il y a Lighton qui est là aujourd'hui. J'ai vu le patron de Lighton, Laurent Daudet, qui donnait une conférence ce matin sur l'IA et la littérature. Donc ça, c'est des fournisseurs de modèles qui vont aussi capter une partie de la valeur. Et puis ensuite, il y a les entreprises. Il y a les entreprises qui vont créer des usages spécifiques un peu sectorisés ou spécialisés à partir de ces modèles. Donc c'est exactement ce que font tous mes amis de la table ronde, vraiment avec Pimento, Intel, 87 secondes. Donc ça, c'est des usages verticalisés. Et puis ensuite, il y a des entreprises clientes qui vont, ou directement le grand public, qui vont intégrer des entreprises clientes qui vont intégrer le village génératif. Alors ce qui est sûr, c'est que dans cette chaîne de valeur, ceux qui gagnent de l'argent, on voit très bien qui c'est Nvidia, c'est Microsoft, c'est Google, etc. Parce que c'est des capacités de calcul qui sont très pénuriques. Les grands fournisseurs de modèles, pour l'instant, ne sont pas tout à fait rentables. Ils sont en phase d'investissement majeur, mais les dépenses de calcul coûtent extrêmement cher. Donc la question de la rentabilité de ces grandes plateformes de fournisseurs de modèles est encore posée. Et puis derrière, il y a les applications verticalisées qui ont un bon espoir d'être rentables parce que finalement, en fait, elles préentraînent pas les modèles. Donc les capacités de calcul, c'est pas vous qui les payez. Et du coup, le modèle économique est plus simple. Voilà. Et c'est pour ça que Florent avait 3 millions. Et il n'a pas eu besoin de lever 200 millions comme Mistral, qui n'a pas encore trouvé, je pense, son modèle économique. Sur la réglementation, pour continuer avec vous, c'est pas un sujet franco-français, c'est un sujet mondial et pour nous, en tout cas français, plutôt européen, où en sommes-nous? Alors la réglementation, déjà il y a 3 grandes plaques géographiques. Il y a la Chine qui a sa propre façon de fonctionner, un pays autoritaire, etc. Je ne vais pas y rentrer. Il y a les États-Unis qui sont plutôt sous un mode de laisser-faire, mais sur l'IA, ils avancent quand même parce qu'il y a le président Joe Biden qui a publié un décret pour imposer un certain nombre de choses pour les très grands modèles il y a 2-3 mois. Et puis en Europe, on avance sur la réglementation parce qu'il y a plein de défis qu'on évoquait tout à l'heure sur la propriété intellectuelle. Il y a le défi des fausses informations crucial, défi crucial cette année où il y a 2 milliards de personnes qui vont voter, dont les États-Unis, dont toute l'Europe pour les élections brèves, les États-Unis en novembre. Il y a eu Taïwan qui a voté il n'y a pas longtemps avec des tentatives de déstabilisation par le gouvernement chinois avec des fausses informations. Donc il y a plein de défis et donc ça nécessite de la régulation. Donc d'un point de vue réglementaire, l'Europe s'est accordée, ça c'est tout frais, ça date d'il y a une semaine, sur ce qu'on appelle le règlement IA ou l'AI Act. Et donc il y a eu un accord tripartite entre le Parlement européen, la Commission européenne et les États membres pour réguler l'intelligence artificielle. Alors les grands principes, qu'est-ce que c'est? C'est il y a des IA qui vont être interdites, donc typiquement des usages comme un système de crédit social où il y a des IA qui vont mesurer vos bons comportements et vous autoriser ou pas à avoir accès au transport, aux banques, etc. Ça, c'est mis en place en Chine. C'est le crédit social à la chinoise. Ça, c'est interdit en Europe. Donc, il y a un certain nombre d'IA qui sont interdites en Europe. Après, il y a des IA à risque qui vont être autorisées, mais avec un système de mise sur le marché, d'autorisation, a priori, etc. Et puis, des IA plus simples. Et donc, les fournisseurs de grands systèmes d'IA vont être soumis à ces régulations-là. Et donc tous les grands acteurs que j'évoquais tout à l'heure, OpenAI, Mistral, etc., vont y être soumis. Ceux qui ont le code source un peu moins comme Mistral, mais il y a quand même des choses auxquelles ils vont être soumis, notamment il y a une obligation de transparence
sur les contenus utilisés pour l'entraînement. Et donc, voilà, ils ne vont pas détailler contenu par contenu, mais ils vont devoir publier un résumé suffisamment détaillé. Il y a des discussions en cours sur quel est le niveau de précision de ce résumé. Voilà. Merci Nicolas, on poursuit avec vous Maëlys et Florent avec justement vos solutions. Vous nous parliez d'assistants, d'outils qui libèrent les créatifs. Parlons de l'impact de l'IA sur les métiers, donc de l'impact de vos solutions sur les personnes qui utilisent vos solutions. Parlons par exemple de ce scénariste qui n'a pas forcément de compétences en illustration. Il va, c'est ça naturellement, chercher de nouvelles compétences générées par l'IA chez vous, c'est ça? Oui, tout à fait. Par exemple, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent raconter des histoires, qui savent bien le faire, qui ont des scénarios assez impactants. Et nous, on va pouvoir leur proposer des illustrations. Pour reprendre ce que tu disais, Nicolas, on a entraîné un dataset qui est libre de droit. Donc ça, c'est hyper important, parce qu'en effet, c'est une des grandes craintes des artistes du domaine. C'est, voilà, ils ne veulent pas qu'on absorbe leurs travaux et s'ils ne veulent pas donner les droits, ce qui est tout à fait normal. Donc on a beaucoup bossé sur trouver ce dataset qui soit libre de droit. Et comme ça, on peut vraiment aider un scénariste qui n'a pas forcément la capacité de dessiner, qui n'est pas très bon là-dessus, à générer des illustrations pour lui. Et donc vraiment venir en complément pour générer là, les webtoons. Florent, on a parlé de la créativité, aussi parlons de la dimension économique. Est-ce que vos solutions génèrent-elles une dimension économique des coûts pour vos utilisateurs? C'est un sujet, ça va être Dans Nicolas sur le sujet. On lui demandera plus tard. Je pense pas. La raison étant celle que j'évoquais tout à l'heure, à savoir qu'il ne s'agit pas d'automatiser une tâche donnée aujourd'hui, mais de penser à ce que sera cette tâche et ça peut créer demain. Et permettre d'utiliser l'IA, certes sur une tâche qui va être produire un asset donné, une photo par exemple, ou un background de photo, qui mettrait aujourd'hui une journée en studio de photo. Là, pour le coup, ça va être plus simple et beaucoup moins cher. Pour autant, maintenant, le client va s'attendre, comme le dit tout à l'heure Nicolas, à avoir des fonds différents, mais une campagne déclinée sur tous les pays, sur la saisonnalité, sur toute l'année. Et donc, en fait, on ne va pas gagner. Enfin, le projet mettra toujours autant de temps, il mobilisera autant de ressources, mais il sera un peu différent. Le sujet pour vous, Nicolas, est-ce que les clients qui vous demandent, et on y reviendra, parce que vous avez des clients qui vous disent non, surtout pas l'IA, on ne l'a pas, en revanche d'autres qui vous demandent, est-ce que quand on vous demande d'utiliser par exemple de l'IA, on vous dit aussi qu'on automatise et donc du coup c'est un peu moins, on paye un peu moins cher à la fin? Oui, et je pense que c'est, comme disait Florent, une très mauvaise manière de prendre le problème. En fait, on a trop tendance à penser que l'IA elle est magique et qu'en gros elle fait, on appuie sur un bouton et ça sort tout de suite le résultat génial. Non, malheureusement, il y a tout un travail de mise en place en amont pour avoir les bons visuels, d'avoir quelque chose de photoréaliste et correct à l'image de l'entreprise. Enfin, c'est ce que disait Florent, il faut d'abord entraîner l'intelligence artificielle pour qu'elle aille dans le sens de ce que veut le client. Donc ça demande du temps et c'est surtout en fait un temps incompressible, c'est celui de l'être humain qui reste de toute manière à la tête de la machine. Donc en fait, à chaque fois on leur répond oui, ça sera peut-être un peu moins cher sur certains points, notamment les choses qui sont très compliquées à réaliser en production naturelle, typiquement des visuels réalisés sous l'eau, des visuels aériens, ce genre de choses, ce sera moins cher en IA. Pour tout le reste, en fait, ça reviendra au même. Donc non, oui, ça reviendra au même. Vous m'avez confié en amont de la table que certains de vos clients refusent systématiquement, catégoriquement l'usage de l'intelligence artificielle. Et on a échangé également sur un exemple de campagne qui a été justement générée par une IA. Une campagne qui existe déjà dans un pays, et pas notre agence, mais une autre en tout cas qui a proposé le même résultat. Est-ce que vous pouvez me commenter un petit peu ces deux points-là? Alors en fait, nous, c'est vrai qu'il y a pas mal de clients qui sont assez réfractaires à l'utilisation, enfin pas mal. Il y en a quelques-uns qui sont réfractaires et c'est normal en fait, tout simplement parce que pour certains, ils sont soumis comme tout le monde, aux trois problématiques principales de l'IA, c'est-à-dire les droits d'auteur, la confidentialité, parce qu'il y a ça aussi, et également l'inclusivité. Donc en fait, nous, à travers tout ça, on essaie de les accompagner vers finalement le développement d'une IA propriétaire pour eux, c'est-à-dire en gros, un peu comme ce que fait Florent, on va leur permettre d'avoir leur propre base de données fermée et donc de les rassurer sur le fait que ces trois problématiques-là n'auront plus vraiment de raison d'être.
Et enfin, le dernier point qui est plus compliqué, en fait, c'est l'éthique. Parce que derrière, en fait, on a pas mal de nos clients qui, aujourd'hui, sont des clients du luxe ou de la grande distribution ou de l'artisanat. Et en fait, quand vous arrivez et que votre principal cœur de métier, c'est de vendre des choses faites main ou vendre du travail humain, et que derrière, vous réalisez une campagne entièrement digitalisée et faite par un ordinateur, ça pose un vrai problème éthique. Donc en fait, ça, c'est aussi des questions qui reviennent et qui doivent être posées en amont de la production. Et donc, c'est ces deux raisons qui font que les clients sont en général réticents à l'IA. Mais on en a d'autres qui sont au contraire très férus et qui demandent absolument avoir une campagne réalisée en IA. Maïlis et Florent, la création est là, on l'a vu, sont des univers, on sait, où l'imagination est illimitée, c'est toute la richesse de ce sujet. À partir de la même itération, la même requête générée à plusieurs reprises sur vos outils et sur les autres, l'IA présentait finalement des limites. Autrement dit, l'IA a-t-elle des limites finalement dans le processus créatif? Maïlis, peut-être. Alors, pour nous, sans rentrer trop dans le technique, mais il va falloir faire varier en fait ce qu'on appelle le CID, qui est une espèce de chiffre lié à la création de l'image. Donc, à partir d'un même set de paramètres, si on relance la machine, on fait varier ce CID, on va avoir des changements. Après, c'est vrai que si on reste toujours quand même sur les mêmes paramètres d'entrée, typiquement du prompt pour la création d'un visuel, qui est sous la même patte graphique, avec le même univers, on va à un moment tourner un peu en rond. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait toujours un artiste derrière qui va apporter ses inputs et les faire varier. Et c'est comme ça que ça va aussi décupler la créativité. Parce que sinon, on risque quand même d'être un peu borné et on a beau appuyer sur entrée 15 fois. C'est pas sûr que ça crée à chaque fois des choses totalement nouvelles. Florent, pour compléter. En complément de ce que vient de dire Maïlis, je pense qu'il y a un gros sujet, je reprends le sujet des biais, et le fait que l'IA est entraînée sur un nombre d'images données. Donc elle est capable de reproduire ou de mélanger globalement plein d'images, elle n'est pas capable d'en créer des toutes nouvelles. Il y a certaines expériences, comme demander de dessiner un extraterrestre à l'IA, et ben c'est globalement un petit bonhomme vert, parce que dans l'imaginaire collectif, un extraterrestre, c'est un petit bonhomme vert. Et elle a vu beaucoup de petits bonhommes verts, elle a vu beaucoup d'extraterrestres qui sont déjà dans notre imaginaire, donc elle a plus ou moins faire des mix entre ces extraterrestres. Là, clairement, pour un auteur de science-fiction, pour un producteur de films de science-fiction qui doit travailler sur le sujet des extraterrestres, l'IA va pas être super créative. Parce que lui, son but, ça a potentiellement d'avoir une nouvelle représentation qu'on n'a pas encore eue, qu'on n'a pas encore vue. Et là, l'IA, pour le coup, va falloir lui faire de l'exploration, lui faire mélanger certains éléments avec des notions d'extraterrestres, lui donner des pistes. Elle ne va pas du tout créer à sa place, elle ne pourra jamais le faire. J'avais encore quelques questions à vous poser, mais nous allons nous tourner vers la salle qui est nombreuse et qui, j'en suis certain, a des questions à poser à nos 4 intervenants. Je me lève et je vous propose de poser vos questions. Nous avons ce monsieur ici au fond. On va lui tendre le micro. Je vous invite peut-être à vous lever pour qu'on puisse vous identifier et vous présenter, s'il vous plaît. Je sais pas si on m'entend. Oui, on vous entend. Donc ma question elle est assez simple en fait, puisque vous avez parlé des défauts de l'IA et des qualités. C'est comment vous faites à l'heure actuelle, enfin quels sont vos axes de progression pour faire en sorte que l'IA ne ressemble plus à l'IA, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas dire justement qu'ils utilisent l'IA, puisque ça a un rejet assez massif, on va dire, dans le public de masse. Donc comment vous faites À qui s'adresse votre question, s'il vous plaît? Au cadre. Je pense que c'est une mauvaise chose d'essayer de camoufler le fait que justement ça a été fait par une IA. Je pense au contraire qu'il faut l'assumer et juste, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la valeur finalement d'une campagne qui a été produite naturellement comme on le faisait avant, c'est-à-dire avec un photographe, auprès d'un illustrateur ou ce genre de choses, et une campagne qui a été faite en IA. Quelle est la valeur que la marque a envie de faire passer? Quelles sont les valeurs qu'elle a envie de transmettre au travers d'une utilisation d'une IA ou au travers d'une utilisation du travail d'un photographe? C'est exactement la même chose quand on parle de visuel retouché ou non retouché. Je pense que c'est une bonne chose aujourd'hui quand c'est marqué qu'on est obligé, de toute manière de le faire maintenant, spécifier que ça a été retouché. Donc de la même manière, je pense qu'il faut qu'on arrive un jour à spécifier ce visuel a été réalisé en IA. Ça permettra vraiment de mettre un niveau de valeur sur une production comme on le faisait avant et une production qui a été faite en intelligence artificielle. Mais encore une fois, finalement on se recentrera sur la valeur de l'idée et plus sur la production de l'image en elle-même. Qui
qui souhaite compléter, Nicolas, peut-être? Oui, pour compléter, les entreprises évidemment se posent la même question que vous, et pour y répondre, elles élaborent des chartes éthiques qui encadrent l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, dans le monde de la presse, beaucoup de journaux ont signé des chartes éthiques en disant jamais on ne créera des contenus qui sont 100% artificiels, il y aura toujours une relecture humaine, etc. Et par contre, on pourra utiliser l'IA pour de la recherche documentaire ou autre. Ce qui est intéressant aussi, c'est des accords interprofessionnels qui sont passés. J'ai l'exemple des scénaristes aux États-Unis qui ont été en grève pendant plusieurs mois, ce qui fait que sur Netflix, vous avez des vieilles séries maintenant, parce que les nouvelles n'ont pas été tournées malheureusement. Et il y a eu un accord interprofessionnel au bout de plusieurs mois de grève qui encadre l'utilisation de l'intelligence artificielle par les studios, par les plateformes de streaming, pour protéger les scénaristes. Voilà. Autre question, monsieur. Merci. Alors, vous avez apporté le sujet de la puissance de calcul notamment. Et je pense qu'il y a 2 jours, Sam Altman a dit sur CNBC que pour mettre à jour les semi-conducteurs, il faudrait la somme de 7 000, évoquée par lui, 7 000 milliards de dollars. C'est le double du PIB annuel de la France. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Et puis il n'y a pas un risque parce que au fond c'est aussi une très forte consommation d'énergie. Donc aujourd'hui on est quand même très conscient du changement climatique. Voilà. Donc, alors, on n'est plus dans la créativité et le sujet qui nous provoque aujourd'hui, mais si Nicolas veut peut-être y répondre. Alors, il y a 2 questions essentielles en une sur la frugalité, l'impact environnemental, et une autre sur effectivement les puissances de calcul nécessaires. Ce qui est sûr, c'est que l'investissement est associé, tout à fait. Alors, il y a aussi beaucoup de progrès qui sont faits sur des modèles plus compacts. Et donc des techniques d'entraînement, de pré-entraînement des modèles qui vont avoir des résultats équivalents alors qu'ils ont beaucoup moins de paramètres. Par exemple, Llama ou Mistral AI avec un modèle avec 7 milliards de paramètres arrive à des résultats qui sont du même niveau que GPT 3.5 qui en a 175 milliards. Donc c'est plus d'un facteur 10, c'est un facteur 20 en termes de coût, de nombre de paramètres et donc en termes de coût d'entraînement. Donc ça, ces modèles plus compacts vont de plus en plus se développer aujourd'hui, au point même d'ailleurs qu'on va être capable d'en faire tourner certains sur les téléphones sans être connectés à Internet. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Et en revanche, Sam Altman, c'est vrai que pour avoir un successeur à GPT-4, modèle fermé, etc., peut-être qu'il doit investir beaucoup, mais il a aussi intérêt à dire ça pour dire qu'ils sont les seuls à pouvoir le faire, et puis il a trouvé l'argent. Donc ça, c'est le premier point. Après, sur les coûts environnementaux, la compacité est aussi une réponse. Donc effectivement, il faut qu'on travaille sur la frugalité des modèles, et donc pas forcément toujours prendre un GPT-4 qui va avoir 10 fois 175 milliards de paramètres pour répondre à vos questions, et ça coûte très cher en énergie, mais avoir une frugalité dans le choix de vos modèles. Nous, par exemple, on a développé notre propre assistant d'IA interne qui s'appelle Neo, qui est un équivalent de ChatGPT entreprise, mais qui est fait par OnePoint pour nos collaborateurs, pour notre organisation de collaborateurs et pour nos clients, et on a beaucoup travaillé la frugalité. Donc à l'intérieur, on ne va pas utiliser systématiquement un modèle d'une puissance, un GPT-4, etc., mais on va prendre des modèles plus petits pour des cas d'usage qui ne nécessitent pas un modèle, faire un compte rendu d'entretien d'embauche, par exemple, un Mistral suffit, ce qui fait que l'usage de notre outil, on l'a mesuré l'impact environnemental, c'est équivalent à peu près une journée d'utilisation, c'est comme si quelqu'un regardait pendant une demi-heure MyTF1 ou Canal+ à l'avant. En revanche, si vous utilisez ChatGPT+, vous mettez du GPT-4 toute la journée, c'est comme si vous regardiez 10 heures de Netflix sur des serveurs qui tournent aux États-Unis, donc c'est beaucoup plus cher en termes d'impact environnemental. Donc il faut avoir aussi, nous, en tant qu'usagers, tout le monde dans la salle, aussi une certaine frugalité et pas forcément prendre toujours le plus gros modèle pour répondre à des cas d'usage sur lesquels on n'a pas besoin d'autant de puissance. Florent, vous souhaitiez aussi répondre? Juste pour un autre débat, mais il y a aussi, on n'en parle pas ici, mais un gros impact de l'IA sur la recherche scientifique. Donc c'est des progrès aussi, il y a beaucoup d'impact en médecine, par exemple, sur la synthèse de nouvelles protéines, sur la synthèse de cartes qui sont beaucoup plus puissantes, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus frugales elles-mêmes. Donc parfois, peut-être, il vaut mieux passer par des gros modèles pour avoir des grosses avancées scientifiques qui permettront ensuite de résoudre certains sujets scientifiques. C'est sur cette réponse, Laurent, vous voulez peut-être compléter? Non, et puis, je rajouterais juste effectivement, quand on a une recherche, ne pas toujours aller vers le moteur le plus énorme, parce qu'en vrai, bien souvent, en ayant des tâches bien spécifiques, on sera bien plus performant sur un résultat avec un moteur plus petit qui est entraîné juste pour l'action qu'on a envie de lui demander, plutôt
plutôt que d'aller chercher un énorme moteur qui saura faire plein de choses, mais plein de choses pas aussi précises que quelqu'un qui a un moteur qui est entraîné juste pour ça. Voilà. Merci à tous les quatre, merci pour ces échanges, merci à Nicolas Bavuet, merci à Florent Safran.